L'opposition ivoirienne était réunie ce samedi à Abidjan. Elle a réitéré son appel à la désobéissance civile suite au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le meeting a réuni des dizaines de milliers de ses partisans. Au Sénégal, l'île de Gorée s'ouvre de nouveau au public. Ce symbole du commerce négrier en Afrique avait fermé pour cause de coronavirus. La joie des visiteurs après 7 mois d'absence. Et puis, aux États-Unis, il n'y aura pas un second débat entre Donald Trump et Joe Biden. La confrontation prévue entre les deux candidats à la présidentielle est annulée. Le candidat républicain a récemment contracté le coronavirus. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En Côte d'Ivoire, l'opposition a fait carton plein ce samedi à Abidjan. Des dizaines de milliers de ses partisans se sont rassemblés au stade Félix Houphouët-Boigny pour le meeting contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Discours musclé des leaders dont Henri Konan-Bédié. Les détails. Cette manifestation a rassemblé pour la première fois de nombreux leaders, de l'ancien président Henri Konan-Bédié du PDCI aux représentants des grands absents de la présidentielle, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly et les anciens ministres d'Alassane Ouattara, Albert Mabry-Touaqueux et Marcel Amontano, trois figures politiques dont les candidatures à la présidentielle ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, étaient également là. Il y avait aussi les frères ennemis du Front populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo. Toute l'opposition ivoirienne dit non, pouvait-on lire sur le podium du stade. Nous les Ivoiriens, on est fatigués. Nous sommes fatigués. On ne veut plus d'Alassane. On ne veut plus d'Alassane. Voilà. Moi, je suis PDCI, mais aujourd'hui là, ce n'est pas le PDCI qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est les jeunes Ivoiriens qui sont là. Nous sommes là, debout comme une seule personne pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane. Dans son discours, Henri Konan-Bédié a appelé l'ONU à se saisir du dossier ivoirien pour mettre en place un organe électoral véritablement indépendant et crédible. Pascal Affi-N'Guessan, également candidat à la présidentielle, a rappelé le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition et réclamé une transition politique en Côte d'Ivoire. Le meeting était encadré par un important dispositif policier et le quartier du Plateau, quartier du pouvoir et des affaires, où se trouve le stade, était fermé à la circulation routière. L'opposition s'est plaint de mesures visant à décourager les militants à se rendre au stade. Un contre-meeting du parti au pouvoir, qui devrait se tenir le même jour dans la capitale économique ivoirienne, a finalement été annulé. L'opposant Martin Fayulu appelle à une marche pour l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Pour lui, le découpage territorial qui a donc permis au pays de passer de 11 à 26 provinces est une première étape d'une balkanisation de la RDC. Il appelle également à la création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes commis selon le rapport Meping. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. C'est certainement parce que le pacte ou deal Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. Si aujourd'hui, nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain, nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. De toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais
de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Au Nigeria, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs grandes villes du pays pour protester contre les violences policières au lendemain de violences ayant fait 2 morts dans le sud du pays, violences relayées par une vidéo. Les autorités ont donc nié l'authenticité de cette vidéo. L'auteur a été arrêté, ce qui n'a fait qu'envenimer la situation. La contestation est née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la brigade spéciale de répression des vols SAR tuant un homme à Ughelli dans l'état de Delta au sud du Nigeria. Les autorités ont nié l'authenticité de la vidéo et son auteur a été arrêté en début de semaine, mais cela n'a fait qu'amplifier le mécontentement de la jeunesse nigériane. Le hashtag #IndSAR comptait vendredi près de 2,4 millions de tweets, des chiffres très importants à l'échelle du continent selon l'organisme d'analyse des réseaux sociaux panafricains Afrique Connectée. Les violences policières au Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, étaient le sujet le plus partagé au monde vendredi en fin d'après-midi selon le classement trending de Twitter. Dans ce pays où la mobilisation dans la rue est très rare, des centaines de personnes, essentiellement des jeunes, s'étaient rassemblés vendredi à Lagos, la capitale économique nigériane, en brandissant des pancartes contre les abus policiers, réclamant aussi le respect des droits humains et une société plus égalitaire. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs autres grandes villes du pays, mais ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre, provoquant de vives tensions avec les manifestants. À Ughelli, les violences ont fait 2 morts jeudi, selon le porte-parole de la police locale. Les manifestations ont également été dispersées à Abuja, où elles avaient réuni près de 200 personnes vendredi matin, selon les organisateurs. Depuis plus d'une semaine, de nombreux Nigérians exigent la dissolution de la SAR, accusés d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Mais la contestation a peu à peu visé toutes les forces de police qui ont la réputation d'estorquer les civils. Et au Sénégal, l'île de Gorée s'ouvre de nouveau au public, le symbole de la traite atlantique et destination très prisée des touristes. Au large de Dakar, la capitale du pays, a repris ses activités. Une réouverture timide 7 mois après. Les détails. Cette réouverture est assortie de mesures comme le port obligatoire de masques dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l'île, y compris à l'extérieur selon la mairie. Elle sera progressive à raison de 8 navettes de chaloupe par jour au lieu de 12 précédemment, a précisé la municipalité. Gorée, à quelques kilomètres au large de la capitale sénégalaise, était fermée aux visiteurs depuis le premier cas de contamination déclaré au Sénégal le 2 mars. Seuls ces quelques 2000 habitants étaient autorisés à prendre les bateaux qui desservent l'île et assurent son approvisionnement. C'est quand même un peu flippant de venir regarder un endroit après une pandémie pareille. Donc c'est beau quand même. En tout cas, moi quand même j'apprécie, malgré que l'ambiance n'est pas comme je suis venu il y a 9 mois. On a beaucoup souffert, il n'y a pas de travail. Et ici c'est le lieu touristique pour les gens qui viennent ici. On ne travaille plus, ma mère elle est touristique. Elle vend des colliers depuis lors. On a fermé l'île de Gorée, mais Dieu merci. Que l'île, dans sa globalité, soit restée 7 mois sans fermer, que moi je reste 7 mois sans travail, en plus de payer mon personnel pendant 7 mois, vous voyez. Donc c'est une période sombre pour un investisseur. Lieu de mémoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine, mais aussi site pittoresque de l'Atlantique, Gorée, d'où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, attire habituellement des foules de visiteurs. Nombre d'habitants de Gorée travaillent sur le continent, d'autres gagnent leur vie sur place, essentiellement du tourisme et de ses dérivés. Et puis les mosquées de la capitale libyenne Tripoli et de ses environs ont rouvert leurs portes aux fidèles. Ceci intervient donc après 7 mois de fermeture due évidemment à la pandémie du coronavirus. Prier à la mosquée est une question d'une grande importance pour les Libyens, d'autant plus que l'islam est la première religion du pays, a dit à l'AFP Abdel Mounem Al-Rayani, imam de la mosquée Jafar ibn Abi Talib.
Nous avons entrepris une campagne de sensibilisation et d'information et distribué de notices expliquant les conditions de prière dans les mosquées à Djanzour, dans la banlieue ouest de Tripoli, a rappelé l'imam. Le gouvernement d'union nationale a autorisé en effet mardi la rouverture des mosquées à partir de vendredi après-midi pour donner aux responsables de ces lieux de culte, fermés depuis mi-mars, le temps de préparer les lieux et les fidèles aux nouvelles règles sanitaires. Outre le port du masque, obligatoire dans les lieux publics surtout fermés, les fidèles doivent respecter la distanciation physique, apporter leur propre tapis de prière et effectuer leur ablution chez eux avant de se rendre dans les mosquées. Mais pour respecter la distanciation physique et éviter la propagation du virus, les mosquées ne peuvent accueillir que la moitié de leur capacité, a-t-il ajouté. Depuis la mi-mars et jusqu'à cet après-midi de vendredi, tous les appels à la prière ajoutaient cette formule « Priez chez vous ». Selon l'imam Al-Rayani, les mosquées qui ne respectent pas les recommandations très strictes des Awqaf et de la Zakat, autorités chargées des affaires religieuses, ou si des cas de Covid-19 sont enregistrés, seront de nouveau fermés. Le dernier bilan annoncé par les autorités sanitaires en Libye jeudi faisait état de 41 378 cas confirmés de nouveau coronavirus, dont 621 décès. Et puis aux États-Unis, il n'y aura pas un deuxième débat entre Donald Trump et son challenger Joe Biden. La confrontation entre les deux candidats à la présidentielle a été annulée. Le candidat républicain a contracté récemment le coronavirus. Après l'annonce de l'infection au Covid-19 du président américain, la commission indépendante avait pour des raisons sanitaires transformé le débat qui devait se tenir à Miami entre Trump et Biden en rencontre virtuelle. Une formule catégoriquement refusée par Donald Trump. Face à ce refus, la commission a décidé de concentrer désormais son attention sur les préparatifs pour le dernier débat présidentiel prévu le 22 octobre prochain à Nashville, dans le Tennessee. Lors du débat annulé, des électeurs devaient cette fois poser des questions aux candidats. Après l'annonce de sa tenue sous forme virtuelle, l'équipe de Donald Trump avait, elle, accusé les organisateurs de vouloir éviter à Joe Biden une confrontation directe avec le républicain. Elle a réclamé que le débat du 15 octobre prochain soit repoussé lors d'une ultime rencontre, le 29 octobre, soit à 5 jours seulement du scrutin, ce que l'équipe de Joe Biden a refusé. Donald Trump et Joe Biden se sont déjà affrontés durant près d'une heure et demie lors d'un premier débat chaotique lors duquel ils n'avaient cessé de se couper la parole le 29 septembre dernier à Cleveland, dans l'Ohio. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.